Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Je suis à moitié tchèque, à moitié français. Je ne sais pas où passe la ligne de démarcation, dit l'archéologue Venceslas Kruta, spécialiste incontestable des Celtes, auquel il a consacré des dizaines d'ouvrages et professeur émérite à l'école pratique des hautes études à Paris. Venceslas Kruta a mené une brillante carrière scientifique en France, mais avant cela, il a étudié l'archéologie à Brno et a travaillé pour l'Institut archéologique de Prague. Venceslas Kruta, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1939 à Saumur, dans l'ouest de la France, d'un père tchèque et d'une mère française. Votre père, Vladislav Kruta, était un éminent professeur de médecine spécialisé en physiologie. En 1934-35, il a passé un stage à la Sorbonne. C'est lors de ce séjour qu'il a fait connaissance de votre mère ? Oui, enfin, il a fait connaissance de ma mère évidemment avant ma naissance, parce que je suis né en 1939. Mais entre-temps, mes parents étaient revenus en Tchécoslovaquie. Alors c'était la Tchécoslovaquie. Ma mère enseignait au lycée français de Prague. Il y avait un lycée français à l'époque à Prague. Et ma mère était professeure de physique et mathématiques. Enfin, elle était dans les sciences exactes. Mais elle avait toujours beaucoup de passion pour l'histoire. Mon père d'ailleurs aussi, parce qu'un des volets de l'activité de mon père était l'histoire de la médecine. Et pendant la guerre, il s'est aussi engagé dans la résistance. Oui, alors c'était compliqué. Au moment de Munich, mes parents sont revenus en France sous prétexte que mon grand-père était malade et qu'il devait le visiter. Donc ils sont revenus en France. Et mon père, au moment de la déclaration, avant la déclaration des hostilités, s'était engagé dans l'armée française. Il avait même été lieutenant de l'armée française, mais seulement au moment de la déclaration des hostilités, les Français ont pensé qu'il était judicieux de renfermer tous les ressortissants des pays qui étaient occupés par les Allemands, considérés comme ressortissants allemands, et donc potentiellement espions dangereux, etc., etc. Au moment de l'effondrement de la France, le camp où étaient enfermés tous ces gens, naturellement, s'est complètement décomposé. Mon père a réussi à emprunter une bicyclette et en bicyclette de la Loire, c'était sur une île de la Loire, jusqu'à Bordeaux, il a pu faire un parcours en bicyclette et s'embarquer sur le dernier bateau qui allait en Angleterre. Donc il est arrivé en Angleterre, il s'est réengagé cette fois-ci dans l'armée anglaise et donc là il a été finalement intégré dans l'escadrille de chasse, la fameuse escadrille de chasse tchèque qui a participé à la bataille d'Angleterre. Et à la maison, vous parliez tchèque ou français ? On parlait surtout français, pour une raison très simple, c'est que pour ne pas que ma mère ne se sente pas dépaysée quand on était revenu en Tchécoslovaquie après la guerre. Il fallait que ma mère puisse quand même ne pas se sentir tout à fait isolée. Donc on parlait français, mais on parlait tchèque évidemment à l'extérieur. Ce qui a posé quelques problèmes, parce que moi, étant né en France, je ne connaissais pas un mot de tchèque. Je ne connaissais pas mon père pratiquement, parce que... C'était donc après la guerre. Après la guerre, oui, c'était en 45, c'était fin 45. Et c'était l'hiver, de nouveau. Il faisait froid. Moi, ayant vécu à Saumur, c'est sur la Loire. Vous comprenez, c'est une ville qui ne connaît pas la neige. Moi, j'ai jamais connu la neige à Saumur. L'hiver, on se promenait en culotte courte, les enfants. Et j'arrive là-bas, il faisait froid, il y avait de la neige, et on parlait une langue que je ne connaissais pas.
Alors c'était pour moi un choc. Je fréquentais au départ une école qui était une école française, l'école qui se trouvait près de l'Institut français de Prague. Mais quand les communistes sont arrivés au pouvoir, ils ont interdit à tous ceux qui n'étaient pas des ressortissants étrangers, donc enfants de diplomates, etc., de fréquenter l'Institut français. On a donné l'ultimatum à ma mère, soit elle abandonnait ses enfants et elle revenait en France. Si elle ne voulait pas abandonner ses enfants, elle restait dans le pays avec son mari et ses enfants, parce que j'avais un frère et une sœur. Il fallait prendre la nationalité tchécoslovaque, ce qui ne pouvait pas la priver de la nationalité française, parce qu'évidemment, c'était acquis une fois pour toutes, mais elle ne pouvait pas voyager, par exemple. Je crois que c'était en 1956 qu'elle a pu ressortir de nouveau et revenir pour passer l'été en France. Et votre intérêt pour l'histoire, pour l'archéologie plus précisément, et encore plus précisément pour les Celtes, remonte à quand? À votre enfance en France ou à votre enfance en Tchécoslovaquie? C'est-à-dire, oui, dans l'enfance en France, j'ai raconté quelque part que quand j'étais enfant, ma mère m'avait acheté, à Saumur encore, m'avait acheté un lot d'ouvrages qui concernaient l'histoire de France. Et naturellement, l'histoire de France commençait par Vercingétorix. Et ça m'avait frappé beaucoup parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait peu. C'était d'ailleurs quelque chose qui était bien illustré. C'était des grands albums bien illustrés. Et donc, ça m'avait frappé. Et c'est imprimé dans mon esprit. Mais ça ne s'était pas allé plus loin. Mais j'étais intéressé toujours par l'histoire. Bon, au moment de prendre une décision, j'ai opté pour l'archéologie j'ai été attiré par l'archéologie parce que l'idée de l'histoire traditionnelle où on consulte des documents et puis les archives, la poussière, etc., ça me tentait pas beaucoup. Je sentais le besoin de l'espace, de l'air libre, justement du contact avec la terre et des contacts directs avec les vestiges. Donc, de là l'archéologie. Mais arriver à l'archéologie n'était pas simple parce que après le lycée, quand j'ai eu à choisir une voie, toutes les voies n'étaient pas disponibles parce que, étant le fils de quelqu'un qui était pendant la guerre émigré dans l'Ouest, en Occident, il était mal vu. Donc moi j'étais mal vu, d'autant plus que j'avais une mère française. Alors mon père, finalement, il a été chassé de la faculté de l'université et on lui a même interdit de franchir le seuil de la faculté de médecine où il avait mené à un niveau international l'Institut de physiologie qu'il dirigeait. Alors donc je suis entré à la faculté de lettres, mais je ne pouvais pas étudier directement l'archéologie parce que les places étaient, vous savez, il y avait une classification et moi j'étais justement parmi ceux qui étaient peu désirables. Donc j'ai choisi une branche qui n'était pas très courue, c'est-à-dire les lettres classiques, latin et grec. Pendant 1 an, j'ai fait du latin et du grec et de l'histoire ancienne. Et puis après, j'ai pu opter pour l'archéologie classique. Et de là, j'ai pu étudier en 2e, 3e discipline la protohistoire, la préhistoire, etc. À la fin des années 60, au début des années 70, vous avez travaillé dans le nord-ouest de la Bohême, dans la région de Most, où on procédait à l'extraction du charbon. C'était des mines à ciel ouvert. Il y a d'énormes surfaces, des milliers de mètres carrés, qui avaient été découverts et où on voyait apparaître les traces de ce qui avait été creusé dans le sol. Et qu'est-ce que ces fouilles ont révélé ? Ça a été une révolution parce en disposant de grandes surfaces comme ça, on a pu découvrir, par exemple, que certaines sépultures que l'on croyait isolées appartenaient en réalité à des grandes nécropoles
qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait aucun moyen de découvrir par des simples sondages, parce que jusque-là, on se limitait à des dizaines de mètres carrés au maximum. Personnellement, j'ai travaillé sur des sites qui étaient des sites, d'abord au début, par exemple un site néolithique qui était sur une extraction de charbon, où j'ai pu faire une découverte qui était à l'époque unique, elle l'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire une statuette d'homme néolithique, ce qui était tout à fait rare parce que jusque-là, toutes les statuettes qui avaient été découvertes étaient des statuettes de femmes. Et ceci, c'était une statuette qui était datable de la fin du 6e millénaire, début du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'était très ancien. Pour revenir sur le point de départ de mes études sur les Celtes, ce qui a été décisif, c'était la rencontre avec un grand savant français, Paul-Marie Duval, un grand archéologue, qui était venu au congrès de Prague en 1966. Nous avons fait connaissance et il m'a proposé, parce qu'il s'intéressait aux matériaux d'Europe centrale qui étaient peu connus, il m'a proposé de venir en France avec une bourse. Et effectivement, il avait obtenu la bourse. J'ai pu venir en 67-68 pendant 6 mois en France, justement à l'école pratique des hautes études, où j'ai pu préparer un diplôme, une thèse sur l'art celtique en Bohême. C'était paradoxalement, je suis parti juste avant les événements de mai 68 à Paris et avant l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Russes et leurs alliés. Donc, conclusion, j'ai pu avoir tout, je dirais, une sorte de service complet. À partir du moment où les Russes étaient présents, j'étais de nouveau bloqué. Mon père était à ce moment-là aux États-Unis, on lui avait offert un poste, mais il avait voulu revenir en Tchécoslovaquie parce que il disait que si tout le monde quittait le pays, qu'en serait-il des pauvres étudiants qui resteraient là? Bon, il se sentait obligé. C'était un grand patriote, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'avait donné le nom de Venceslas. Et finalement, vous avez donc pu partir en France? Oui, mais ça a été compliqué. J'ai eu, après mon séjour en France, j'avais fait une candidature au CNRS. Bon, cette candidature avait été reçue, j'avais un poste, mais je ne pouvais pas venir en France. Alors il a fallu jusqu'à 1971 pour débloquer la situation. Paul-Marie Duval s'est déplacé exprès en Tchécoslovaquie, à Prague, pour faire des démarches auprès de l'ambassade, du conseiller culturel, etc. Effectivement, au bout de quelque temps, j'ai eu l'autorisation de partir. Donc je suis immédiatement parti parce que je craignais que, vous savez comment ça se passait, le ministère de l'Intérieur mettait son nez, on vous convoquait pour vous demander de bien vouloir collaborer, etc. C'est ce qui est arrivé à plusieurs collègues qui se retrouvaient après avec une situation où on les obligeait pratiquement de devenir des confidents des services tchèques. Je suis parti, heureusement, avant qu'on puisse me coincer. Voilà. Et vos parents sont restés en Tchéquie? Naturellement, mes parents, mon frère et ma sœur sont restés là-bas. Mais j'étais sorti tout à fait légalement. Hein. J'avais un séjour temporaire d'abord, mais après j'ai demandé qu'on puisse pouvoir le prolonger. À l'époque, il fallait racheter ces années d'études. J'ai payé, je ne sais pas à l'époque, j'ai payé 10 000 francs ou quelque chose comme ça pour avoir, disons, la liberté de rester ici. Après, je me suis marié, donc j'avais aucune raison de revenir en Tchécoslovaquie.
En France, donc vous êtes devenu professeur à l'école pratique des hautes études et vous avez dirigé le centre d'études celtiques au CNRS et vous avez mené des fouilles dans le parvis Notre-Dame de Paris oui. Et dans la cour carrée du Louvre. Oui, parce que vous savez que le président de l'école pratique, à l'époque, de la 4e section, c'est-à-dire la section des sciences historiques et philologiques de l'école pratique, était Michel Fleury, qui était un illustre médiéviste et qui m'avait, disons, il avait choisi de m'associer aux fouilles du parvis qu'il m'avait complètement confié et aux fouilles de la cour carrée où j'ai participé aussi d'une manière systématique. Alors, pour la fouille du parvis, ça m'a permis de découvrir que le port de la ville Lutetia, la ville gallo-romaine, se trouvait sur l'île de la Cité, ce qui était logique d'ailleurs. Mais j'ai trouvé les quais de chargement. Enfin, c'était une découverte intéressante, je l'ai d'ailleurs publiée. Et puis, pour la cour carrée, vous savez qu'on a trouvé des situations très intéressantes avec le remplissage des fossés, les objets qui avaient été découverts dans un puits qui se trouvait sur la tour centrale. Ces objets comprenaient un casque d'apparat de Charles VI, ce qui était quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui avait été jeté là et qu'on a retrouvé, reconstitué et qui maintenant, je crois, est exposé au Louvre. Pour revenir à votre domaine, donc à l'histoire et à la civilisation des Celtes, notre connaissance du monde celte se heurte à des obstacles parce que les Celtes n'ont laissé aucun témoignage écrit. Il reste très peu de vestiges monumentaux de leur civilisation, mais en revanche, ce que apparemment était surtout trouvé, c'était des objets d'art. Quelle est la spécificité de l'art celte ? La spécificité de l'art celte, c'est que c'est un art tout à fait autonome. Enfin, on a beaucoup réfléchi et écrit sur le fait qu'il était en fait une sorte de dérivation périphérique de l'art gréco-étrusque et romain après. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées et différentes. C'est-à-dire qu'en fait, les Celtes choisissaient des modèles dans le répertoire méditerranéen, mais ils les transformaient pour les faire entrer dans un système de pensée qui était le leur. Alors donc, l'art celtique, c'est le reflet de la pensée celtique qui n'est pas la pensée gréco-romaine. Et la pensée celte, alors ? La pensée celte, c'est complexe, c'est-à-dire c'est une idée de l'organisation du monde, comment il fonctionne, quel est le rapport de l'homme avec son environnement. C'est-à-dire que justement, les Celtes étaient très sensibles à la nature, c'était d'excellents observateurs de la nature, et ils partaient de l'idée que le cycle naturel était... l'homme faisait partie du cycle naturel, somme toute. Parce que ce sont les deux grandes conquêtes de l'homme, c'est le temps et l'espace. Et j'ai par exemple justement, à partir d'une histoire qui a été l'objet d'une monographie, c'est une cruche cérémoniale qui se trouve à Bornand. J'ai commencé à m'occuper du temps. La conquête du temps commence avec les observations des astres, la Lune notamment, et on a des témoignages justement du suivi par les hommes de la préhistoire, c'est-à-dire du paléolithique, des phases de la Lune. Donc, et c'est normal parce qu'il fallait, pour des chasseurs, notamment des chasseurs qui chassaient du gros gibier, il fallait pouvoir fixer un rendez-vous, et pour ça, il fallait dominer le temps et l'espace. Après, ça s'est enrichi, modifié, avec l'arrivée de l'agriculture, évidemment. C'est pour les civilisations agricoles de l'Ouest européen, auxquelles appartiennent les Celtes, d'ailleurs, justement, eh bien, il fallait absolument avoir un calendrier viable,
avec une relation qui trouvait ses indications dans le ciel étoilé. D'où justement l'histoire de la cruche que j'ai évoquée. Oui, cette cruche est exposée, montrée à Brno. Elle est montrée à Brno, oui. Dans une exposition qui est intitulée Les Celtes, Brno et les étoiles. Oui, ils ont mis un peu de temps à réagir parce que, vous savez, la monographie que j'ai consacrée à la cruche date de 2007. Et la cruche elle-même a été trouvée en 1941. Oui, c'est ça, oui. C'était lorsque les Allemands ont décidé de construire une gare de triage à Malomierzyce, c'est un quartier de Brno, eh bien, ils ont découvert une nécropole. Et à côté de cette nécropole, il y avait quelque chose qui était probablement un monument qui contenait des résidus d'une cruche en bois avec des garnitures de bronze. Alors ces garnitures, naturellement, ont été conservées. Depuis que j'avais vu là pour la première fois dans les années fin des années 50 à Brno, dans les vitrines, j'étais intrigué par cet objet, j'étais fasciné en même temps par cet objet. Et donc je cherchais de comprendre. Et il faudrait voir l'objet pour pouvoir s'en rendre compte, mais en fait, il y a des résilles tout à fait mystérieuses avec des yeux. J'ai contacté une paléoastronome et au bout d'un certain temps, elle m'a dit oui, c'est des constellations, et puis on est arrivé à déchiffrer ça complètement et voir que en fait c'était l'enregistrement des constellations qui correspondait au ciel au-dessus de Brno, aux grandes fêtes celtiques, c'est-à-dire Beltane qui était le début de la saison claire et Samhain qui était le début de la saison sombre. Donc c'est leur rapport à la nature qui pourrait nous inspirer aujourd'hui. Absolument, mais un respect de la nature et une capacité d'observation qui conduisait à une vision du monde qui, somme toute, était assez optimiste. Les Celtes, ils avaient la conviction que s'ils se comportaient comme il fallait, c'est-à-dire en héros, alors ils avaient garanti, disons, une vie immortelle très heureuse. La mort n'était pas une fin, c'était quelque chose qui conduisait vers un renouveau. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.